tout laisser tomber, pas tout gâcher au bout de 3 mois. C'est extrêmement bien écrit, juste envie de dévorer la suite. Pas du tout. C'est vraiment une raclure de chiottes. Je pensais qu'on avait touché le fond, mais il continue de creuser ce cassos. Sexy, aïe. Je peux pas faire de métaphore plus précise en fait. C'est beau, très médiéval, j'adore. Voilà, super. J'y pense encore, j'ai adoré ma lecture. C'est impossible que dans les tomes qui viennent, on soit toujours sur un young adulte. Je mets ma main à couper. Ambivalence de son personnage, puis il n'y a pas un seul caractère qui est laissé sur le côté. Être dans la tête des messieurs, en bon gars sûr comme on les aime. Qu'est-ce qui me fait? J'ai pas spécialement envie de pleurer. Je suis pas d'accord. Star Wars, Harry Potter, super. Plusieurs storytelling. Le dernier point positif pour moi, désolé. À partir de maintenant, je vais l'enfoncer. Ce qui est génial, tous les clichés de la dernière décennie woke. Ça sert pas la cause, un gros manque de vocabulaire. Tous, ils m'ont l'air excités du bocal. Après, c'est pas non plus une catastrophe, hein. Hola YouTube, bienvenue sur ma nouvelle vidéo du mois de mars. Je suis un peu en retard, on est déjà le 14 du mois. J'ai failli tout laisser tomber, mais on avait dit qu'on s'appliquait cette année, donc on va pas tout gâcher au bout de 3 mois. J'ai quand même réussi à lire 4 livres ce mois de mars. Il y aura 2 coups de cœur, une très bonne lecture et une petite déception. Pourtant c'est un livre qui est très coté, vous allez voir. On commence avec le tome 2 de la saga d'Orend, le tome Glint. Donc toujours aux éditions Hugo Roman, toujours de Raven Kennedy. Donc on continue sur cette saga qui m'a beaucoup plu. J'ai pris des petites notes avec moi. C'est nettement plus facile comme ça. Pour moi, ce tome-là devrait se lire dans la continuité du tome 1. En fait, le 1 et 2, ça aurait dû être qu'un seul livre parce que ça se lit très vite. Il y a quoi? Il y a 400 pages? Même pas, 372. Ça se lit très vite en fait. Et du coup, c'est dommage d'avoir fait 2 tomes. Ce sera le seul point négatif que j'aurai à relever sur ce livre. Là, on va retrouver Oren qui est de retour auprès du roi Midas, qui n'est pas sur ses terres. Il est en train d'essayer de nous faire un coup d'état ailleurs, bref. Et très vite, très vite, dès les premiers chapitres, on comprend que Midas, en fait, c'est pas du tout la relation à laquelle il essayait de... à laquelle on s'attendait, en fait, puisque au tout début, on a l'impression que, ouais, c'est un mec un peu autoritaire, mais qui prend soin d'elle, qui l'a sauvée, il y a des sous-entendus. En fait, pas du tout. On va très vite comprendre ce que c'est réellement que cette relation-là, et que Midas, c'est clairement un gros chien, un mec hyper toxique, et que Oren est complètement sous sa coupe, mais dans ce tome-là, justement, Oren sort de cet état de transcendance-là, d'être soumise à ce mec qui la manipule, tout simplement, et là, dans ce tome-là, elle se réveille. Ça fait du bien, d'ailleurs. Et en même temps, ça fait mal, puisqu'elle ouvre les yeux et qu'elle se rend bien compte qu'il s'est foutu d'elle tout ce temps-là. Il y a aussi un gros rapprochement qui va s'effectuer avec le commandant Rip. Alors, gros rapprochement, oui et non, puisqu'on est vraiment sur un slow burn pour ceux qui aiment cette trope. C'est très slow. C'est-à-dire qu'il ne se passera rien avant le tome 3, mais la tension est incroyable. Commandant Rip est incroyable. C'est-à-dire que moi, je l'ai placé entre Rhysand et Xaden. Voilà. Nos débats. Je suis pas d'accord. Et il est très sous-coté, ce garçon-là. D'ailleurs, à la fin du tome, on apprend sa véritable identité. Alors, à savoir que tout à l'heure, je vais parler du tome 3 et je vais employer son véritable nom. Donc, si vous comptez lire cette saga ou que vous êtes dedans, en tout cas, si vous voulez pas savoir ce plot twist-là, bon, c'est dur de passer au travers. Personnellement, je l'avais cramé dès le début. Écoutez pas mon second avis sur le tome 3 qui va suivre. Pour l'instant, on va l'appeler Commander Rip et je vais pas donner son autre nom. J'ai noté que, comme pour le tome 1, c'est extrêmement bien écrit, le vocabulaire est riche, tout s'enchaîne de façon très fluide, la tournure des phrases, elle est sublime, c'est beau, voilà, c'est encore une fois très bien. Je peux rien dire de plus. Je lui ai mis un 4.5 sur 5 juste pour le fait que, voilà, pour moi, le 1 et 2 auraient dû être qu'un seul et même tome. Mais voilà, c'est sublime et juste envie de dévorer la suite, de savoir ce qui va se passer en fait entre tous ces protagonistes là. Et j'ai donc enchaîné sur le tome 3. Alors oui, ouais, c'est un poche, vous ne rêvez pas. Il m'est arrivé trop de choses pour cette lecture. Je l'ai d'abord commandé et je me suis trompée. J'ai oublié de modifier l'adresse de livraison. Il est arrivé dans mon ancien appartement qui est situé
en pleine cité, à La Roche-sur-Yon. Bon, j'ai laissé tomber. J'ai froid. Donc j'ai quand même mis 30 balles là-dedans. Je me suis dit, allez, c'est pas grave, recommande-le. Et je me suis trompée. Je l'ai pris sur Amazon en poche. Et là, je me suis dit, bon, vas-y, tant pis, on le lit quand même. Alors, bien déçue de ne pas l'avoir de la même taille que les autres, parce que pour le coup, lui, c'est un coup de cœur. Je crois que c'est mon préféré de la saga pour l'instant. Dinguerie, les amis. Incroyable. Dans ce tome-là, Oren, elle n'est plus du tout son statut de prisonnière. Elle a littéralement explosé les barreaux de sa cage. C'est-à-dire qu'Oren, on a une transformation de sa mentalité qui est incroyable. On a une protagoniste qui devient, au fil des pages, elle prend en force, en confiance en elle. Et elle est juste sublime dans son rôle. J'étais fan d'Oren, vraiment. Et c'est rare que j'aime les protagonistes féministes, parce qu'en général, féminines, parce qu'en général, elles sont un peu niaiseuses, quoi. Et là, pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. On va percer à jour, oui, tous les secrets du roi Midas, et on se rend compte à quel point c'est vraiment une raclure de chiottes, ce gars-là, et que... il dégoûte, et il continue de dégoûter. En fait, on pensait qu'on avait touché le fond avec ce mec, mais il continue de creuser ce cassos. Et il va y avoir des scènes très violentes. Autant si je trouvais que le tome 2 était moins violent que le 1, le tome 3, il revient au même niveau. On a une scène de torture à la fin que va subir Oren qui m'a traumatisée. Ça m'a hantée des jours et des jours. Et quel fils de chien, quel connard. Mais bon, il faut bien aimer. On a notre slow burn qui va enfin être consommé. Alors là, je vais l'appeler par son vrai prénom. Si vous voulez pas connaître la véritable identité du commandeur RIP, swipez. Mais Slade va tout faire pour Oren. On est vraiment sur la trope. Qui t'a fait ça? C'est pas touche-là, je te tue, c'est touche-le. Oui, Oren, c'est une fada, elle aussi. Et les deux là, oh my godness. Alors moi, Slade, je l'aimais déjà énormément dans le tome 2, là. Après les scènes de smut que j'ai lues là-dedans, mais quel homme, putain de merde. L'adoration qu'il a pour sa femme, elle est sexy, aïe. On veut ça, les gars, on veut ça, on veut du Slade. Un perso masculin qui est ultra sombre, ultra inflexible, très militaire en fait dans sa façon de vivre, hein, de tout, dans tous les domaines, le gars dirige, si vous voyez ce que je veux dire. Mais, et en même temps, il est doux et il sublime sa femme, enfin... elle est sa reine, quoi. Oren, il ferait tout pour elle. Et on a vraiment un concours de pouvoir entre les deux, là, entre tout le monde. Tous les protagonistes sont hyper bien réalisés, c'est toujours aussi bien écrit, toujours aussi fluide. Il y a un cliffhanger à la fin qui te donne juste envie de savoir ce qui va se passer encore après. Et non, franchement, pour moi, celui-là, c'est un 5 étoiles, c'est un coup de cœur. Et ça m'a fait du bien de le lire. J'ai même lâché la lecture que j'avais commencé pour lire le tome 3 parce que ça me trottait trop dans la tête, il fallait que je sache. Et non, pour moi, c'est une saga qui est carrément sous-cotée. Je comprends pas qu'elle ait pas plus de succès que ça parce qu'elle est au même niveau, je me répète, qu'un Force Wing ou qu'un Akotar. C'est du même niveau. Alors, pour moi... Akotar est au-dessus, mais franchement, entre Force Wing et la saga d'Oren, j'attends de lire tous les tomes pour me faire un avis final, mais ça joue entre les deux. C'est incroyable. Je peux pas dire autre chose que lisez-le. Si vous aimez tout ce délire-là, il faut le lire. Ce qui est vraiment important à retenir sur le tome Glim, c'est de voir l'évolution d'Oren. C'est vraiment le moment où l'oiseau se libère de sa cage. Et je peux pas faire de métaphore plus précise en fait. J'ai lu ensuite le fameux Powerless de Lauren Roberts aux éditions Olympe. Alors, l'objet livre, je le trouve juste sublime. L'objet livre est magnifique. De toute façon, les éditions Olympe font rarement des trucs moches, hein, qu'on se le dise. Donc, je l'ai acheté en relié. Ça m'a coûté une petite couille. Regardez comme c'est beau. Moi, j'adore. J'adore. Par contre, déçue de la couverture sous la jaquette qui, pour le coup, me plaît beaucoup moins. Mais bon, c'est pas grave. Ici, c'est rare que ce soit beau et là dans la jaquette et sur la jaquette, à part pour un Force Wing peut-être. Mais voilà. Alors, Powerless.
J'ai mis du temps à me décider à le lire parce qu'il est classé dans les romantasy young adult, donc public jeune adulte, c'est-à-dire qu'on est sur généralement, pour faire simple, de la romance sans smut, sans scène olé olé. Et moi, ce que j'aime dans la romance, bah, c'est que la romance soit consommée, voyez-vous. Donc je me suis dit, oh, ça va être chiant, il va rien se passer et tout. Voilà, les avis des personnes qui le lisaient étaient très très bons, même si on reproche beaucoup à ce livre de s'être inspiré d'autres livres très connus. On va en parler après. J'avais des amis qui ne l'avaient pas lu, justement pour les mêmes raisons, en me disant, ça va être chiant, c'est young adulte. Bon, je me suis lancée quand même. Et en fait, je regrette pas du tout, je vais vous expliquer ça tout de suite. Dans ce livre, on va suivre Pei Din et Kei Hather, qui sont tous les deux diamétralement opposés. Pei Din, elle vit limite dans la rue, c'est une nana qui n'a pas d'argent, qui est avec sa meilleure amie, livrée à elle-même dans les plus tristes endroits, dans les profondeurs de la pauvreté, un univers un petit peu à la goth, très médiéval si je peux dire ça comme ça, avec des gens qui ont des pouvoirs magiques. Alors j'aime pas dire ça parce que on s'imagine un magicien avec une baguette, c'est pas ça le délire, mais oui c'est de la romantasy, donc il y a de la fantaisie là-dedans. Il y a des gens qui ont des pouvoirs en eux plus ou moins puissants, et les gens qui n'ont pas de pouvoir sont traqués et tués, grosso modo, je vous le fais comme ça. On veut pas d'eux ici, comme si ils affaiblissaient le peuple. Bon, ça c'est l'avis de certaines personnes, c'est pas l'avis de tout le monde, vous aurez compris. Et Kei, lui, donc Malakei de son vrai prénom, que j'adore, Malakei, c'est si beau, est l'un des fils du roi, donc l'un des princes, il est son exécuteur. L'autre prince est son successeur. Lui, Kei, il est l'exécuteur, il est chargé de faire la merde, hein, le sale boulot du roi. C'est-à-dire qu'il tue les gens qu'il l'envoie tuer. Voilà, super. En fait, l'histoire, elle va vraiment prendre fin quand les deux vont se regrouper, malgré leur volonté, hein. Ils vont être choisis pour participer à un genre de jeu de combat mortel, comme une purge en fait, un peu à la Hunger Games, et c'est là que les gens ont hurlé au plagiat. Et bref, ils vont se retrouver dans ce jeu, et c'est là que l'histoire commence. Et alors là, je peux vous dire que vous ne lâchez plus le livre, qui va vous hanter nuit et jour, et j'y pense encore. J'ai adoré ma lecture. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Il y a déjà une tension entre les deux protas qui est vraiment mais assourdissante, tellement elle est présente dès le début. Et c'est là qu'en lisant ça, je me suis dit, c'est impossible que dans les tomes qui viennent, on soit toujours sur un young adulte. C'est impossible. Les deux là, ils vont forcément faire des trucs ensemble. C'est impossible, je vous le dis. Je mets ma main à couper. Même s'ils ne vont pas spécialement se sauter dessus, je peux vous dire qu'il y a une joute verbale et il y a des contacts quand même entre les deux. Hein. Ils ne sont pas à 1 mètre l'un de l'autre, croyez-moi. Qui laissent pente lente. Vraiment, je voulais la suite. Pour un young adulte, je trouve qu'elle est bien là. Et les deux, là, ils sous-entendent... Enfin, voilà, pour moi, il va forcément y avoir quelque chose de beaucoup plus olé olé dans la suite. Pei Din, on est sur une guerrière, une femme forte dès le début. Il n'y a pas d'évolution de la nana qui est faible et qui va se découvrir. Non, non, non. Elle sait qui elle est, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle vaut. Et croyez-moi, elle se laisse pas faire. Et j'ai adoré cette nana qui a un girl power en elle. Là, elle est très très digne, très très forte. Et je l'aime d'amour. Elle sait ce qu'elle veut. Même si on essaye de nous orienter vers un triangle amoureux, j'ai bien compris qui était son favori, et pour moi, elle n'a pas vraiment d'hésitation. Elle a surtout besoin d'arriver à ses fins, et on sent l'ambivalence de son personnage, puisque pour arriver à ses fins, je ne vais pas tout vous expliquer, mais elle doit en fait venger son papa et rendre justice en fait aux siens. Donc elle est entre les deux, elle est coincée, et d'un côté il y a ce prince peut-être qu'elle pourrait séduire pour obtenir pour obtenir ce qu'elle veut tout simplement. De l'autre il y a le second prince qui lui met plus ou moins des bâtons dans les roues, mais duquel elle est clairement en train de tomber amoureuse, et je la comprends. Et c'était très agréable à lire. J'ai trouvé que tous les personnages étaient très bien construits et très bien utilisés pour le bien de l'histoire. Il n'y a pas un seul caractère qui est laissé sur le côté. Tout le monde a vraiment une aura, quelque chose qui correspond à ce qu'il est en fait et à son rôle dans l'histoire.
et j'ai adoré tous les rencontrer, tous en apprendre sur eux, que ce soit les méchants comme les gentils, comme les alliés, comme ceux qui nous trahiront peut-être ou pas. Et non, vraiment, c'était dingue. J'étais vraiment dans le livre. Le fait que ce soit un young adulte fait que la lecture est fluide. On se perd pas dans des détails insignifiants. Pour autant, c'est pas non plus en surface. C'est pile poil dosé. Ça se lit très bien. Et d'ailleurs, je pense que je vais le faire lire à mon chéri parce que, en tout cas, quand j'ai l'habitude de lui parler de mes lectures, il était vraiment intéressé par la suite de cette histoire-là. Et il m'a même dit de lui-même, je pense que je pourrais le lire parce que le fait qu'il n'y ait pas trop de romance, il y en a. Alors, je ne veux pas vous faire peur en disant ça, puisqu'il y a énormément de tension, mais c'est pas. Le fait qu'il n'y ait pas de smut, je pense que pour un homme, enfin pour le mien en tout cas, ça pourrait moins lui faire peur. Il y a une alternance des points de vue aussi, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'était pareil pour la saga de Rennes, et là aussi. Et alors, quand on est dans la tête de Kay Hather, mais continuez, messieurs, mesdames, d'écrire des livres en nous alternant les points de vue féminins, masculins. On veut être dans la tête des messieurs, nous. Et là, on y est. Et chaque fois que c'est lui qui parlait, j'étais... Waouh! Encore, je veux encore des chapitres. Kay Hather. Vraiment, ce mec-là, mais green flag. Pourtant, il tue des gens. C'est ça qui est hilarant. Mais non, un bon gars sûr comme on les aime. Et le cliffhanger à la fin, le plot twist final, la dernière phrase qu'ils se disent les deux là. Oh, mais qu'est-ce qu'il me fait? Mais j'ai pas envie de jouer aux Sims. Bah, j'ai qu'une envie, c'est de dire le tome 3. Le problème, c'est qu'il n'est pas sorti en français. Donc pour l'instant, je suis un peu... Mon ordinateur fait n'importe quoi. Je suis un peu coincée et c'est bien le problème. Il y a le tome 2,5 qui est sorti sur... Andana, je sais plus son prénom, la pauvre peu chère. Je l'ai pas acheté puisque je connais la fin. Quand vous avez lu ce tome-là, vous savez comment ça va finir. J'ai pas spécialement envie de pleurer, donc non, voilà, je le lirai peut-être, mais ma palle est déjà énorme. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la suite de cette histoire qui devrait sortir cette année. Maintenant, j'espère qu'elle arrive bientôt. En plus, sa couverture est sublime. Plus belle que celui-là encore, je vous mettrai un petit visuel, enfin moi en tout cas je la trouve magnifique. On reproche à ce livre de ressembler pas mal à Hunger Games. Alors, pour avoir revisionné Hunger Games, je les ai lus, ils sont là-bas, hein. Vous pourrez même les chercher si vous cherchez un peu, ils doivent être là. Je suis pas d'accord. Alors, ok, on a des jeux mortels, des combats à mener à mort, etc. Il n'en restera qu'un, nanana, avec des épreuves que le roi peut modifier, et ça ressemble de ce point de vue-là. Pour autant, il y a plein d'autres rêves là-dedans, hein. Il n'y a pas que Hunger Games. Moi, j'ai retrouvé du Star Wars dans les décors, dans l'histoire du désert, etc., dans les bas-fonds de la ville. J'ai retrouvé du Star Wars. J'ai retrouvé du Harry Potter sur la dernière épreuve qu'ils ont à passer. Ça vous rappelle pas la dernière épreuve de la coupe de feu? Bien sûr que oui. Le labyrinthe, etc. Moi, j'ai retrouvé du Harry Potter. J'ai retrouvé beaucoup de Game of Thrones, évidemment. Les bas-fonds de la ville, le côté un peu médiéval. Paydin qui ne vous fait pas penser à Daenerys. Enfin, voilà, c'est... Et en fait, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était un très bel hommage rendu aux références littéraire et audiovisuel qu'on aime, puisque si vous lisez ce genre de choses, vous aimez forcément ce que je viens de vous citer, je pense. Et c'était agréable en fait. Moi je trouve plutôt que c'est genre un hommage rendu et ça s'en inspire sans tout copier, sans tout pomper, sans tout gâcher. Justement c'est parfait, ça prend les doses de ce qu'on aime pour nous faire une nouvelle histoire qu'on aime. Et ça m'a pas dérangé, pour le coup pas du tout. Et on termine ce mois avec une déception. J'ai lu Les ombres de nos âmes de Jay Saylor aux éditions... C'est quoi ça déjà? Aux éditions HarperCollins. Ce petit livre est classé dans les romantaisies dark romantasy, c'est-à-dire une romantaisie sombre. Merci pour la traduction Clémence. Bon, on se retrouve sur un univers très urban fantasy, c'est-à-dire que c'est de la fantasy mais dans un monde actuel modifié. Voilà, un monde de sorciers-sorcières dans lequel il y a les sorciers qui sont appelés les élus et les personnes comme vous et moi sans pouvoir magique qui sont appelés les anodins. Les anodins sont le bas peuple et les élus, voilà, ceux qui dirigent la société et les anodins, c'est un peu leur clébard, hein, clairement, on va parler comme ça. Dans cette société, on considère que le monde magique a été créé il y a plusieurs années, voilà, par une sorcière et un sorcier, le premier et la première sorcière, et un livre.
et le livre en fait magique. Moi, ce qui m'a déjà gonflé dès le départ, c'est que ce livre-là, j'avais l'impression que c'était le chaudron de Akotard. On copie Akotard pour ça. À voir. On va suivre Astoria et Victoria, qui sont deux sœurs jumelles, les deux filles du gouverneur de la justice. Donc elles sont dans une famille bourgeoise, mais surtout très puissante, dans un monde hyper patriarcal, où leur vie est toute tracée. Voilà, leur destinée, elle est comme ça. On leur a choisi un mari. La femme, elle doit fermer sa tronche. Elle doit juste se taire. Qu'elle ait des pouvoirs magiques ou pas, on va lui étouffer ses pouvoirs. Elle est là pour servir l'homme et faire naître la descendance. Super. On va suivre dans ce livre plusieurs storytelling. On n'est pas basé que sur le personnage principal qui pourrait être Astoria du coup. Et c'est tant mieux, j'ai envie de vous dire, puisque moi Astoria, je ne l'ai pas aimée du tout. J'ai pas compris le personnage, elle m'a gonflé. Heureusement, il y avait les autres, et notamment sa sœur Victoria, que j'ai plus appréciée. Il y a une alternance de points de vue dans ce livre aussi. Ça va être le dernier point positif pour moi, désolée. Et à partir de maintenant, je vais l'enfoncer. On est sur une lecture anti-patriarcat, évidemment, ce qui est génial, attention. Mais j'ai senti que j'étais en train de lire un livre qui rassemblait tous les clichés de la dernière décennie, là. J'avais l'impression que la nana, elle avait traîné sur TikTok, elle avait écrit un livre avec tous les trucs à la mode et woke. Alors, attention, je suis pas anti-wokisme, mais ça m'a gonflé qu'on me fasse la morale. En fait, c'est bon, j'en ai ras le cul. Je lis un livre, il n'y a pas besoin de me mettre un gay, un trans, un gros, un maigre, une KTTCA, une qui lit l'avenir, une qui a une flamme jumelle, une qui... franchement, j'avais l'impression... Moi, ça m'énerve, en fait. J'avais l'impression qu'on énumérait tous les sujets touchy, là, pour faire un blougi-boulga à la mode. Une personnage curvy, une qui est mince... Une qui a ça, une qui a les cheveux courts, une qui s'en fout d'avoir les cheveux longs. Oh là là, c'était trop. Et du coup, j'ai trouvé que c'était vraiment... ça sert pas la cause, hein. Franchement, non, c'était... Alors, je comprends que ça plaise aux jeunes, du coup, à la Gen Z, mais moi, ça me plaît pas, ça m'a gonflé. Ça m'a juste gonflé. C'est pas subtil. Ça manque énormément de subtilité, c'est ça, en fait. C'est grossier, c'est trop, et c'est étouffant, et ça prend trop de place sur l'histoire, parce que du coup... Ben, moi, je suis passée à côté... Enfin, l'histoire en elle-même, elle patauge. Et à contrario, je trouve qu'on va très vite sur certains points. C'est-à-dire que les mecs et la meuf, là, ils se rencontrent. En 2 jours, ils couchent ensemble, ils s'aiment, ils sont flammes jumelles. Laissez-nous le temps de voir qu'il y a quelque chose entre les deux, peut-être. Parce que là, ça va vite et ça retombe comme un soufflet, du coup. J'ai trouvé aussi qu'il y avait un gros manque de vocabulaire. Il y a certains passages où il y a énormément de répétitions. On va l'appeler le brun, 2 secondes après le brun, le ténébreux, le mec des ténèbres, le ténébreux... je sais pas, faut augmenter le champ lexical, peut-être. Et alors, après, j'ai souvent ce problème quand je lis des lectures françaises, je sais pas pourquoi. Et alors, en parlant de ténèbres, le mec là, donc le premier sorcier au final, qui s'appelle, comment on a, Fenrir, c'est un Shadidado, donc un manieur d'ombre, et on n'en peut plus. On n'en peut plus, c'est Rissand de la base, on a eu Azriel, on a eu Xaden, on a... Stop, arrêtez de manier les ombres, inventez-nous autre chose, là, mais... Et en fait, j'ai senti qu'elle voulait, l'autrice, je pense, nous faire un mec, là, qui s'inspirait un peu de Rissand dans le sens très sûr de lui, très nonchalant, et en même temps un petit peu agaçant, tu vois, confiance en lui, le mec, il rigole, là, il est un petit peu moqueur, un petit peu... Et du coup, ça prenait pas parce que j'ai déjà lu ce type d'homme-là, que c'était très réussi et c'est pas toi, donc... Bon, je pense que je lirai quand même la suite pour savoir ce qui va se passer, mais je suis pas pressée non plus. C'était pas une dinguerie, j'ai mis 3 étoiles et demie sur 5. Donc c'est pas... alors ça méritait pas 3 non plus, parce qu'il y avait des passages qui étaient mieux que d'autres, ou il y a des passages qui m'ont tenu quand même dans ma lecture, où j'ai cru que ça allait mieux, et en fait, d'autres passages qui m'ont vraiment déçue. J'ai trouvé que les réactions aux événements, elles sont pas adaptées. Enfin, je veux dire, la nana, elle subit un V, 2 jours après, elle est là, elle est battante, et enfin, et elle veut pas le dire à sa sœur, je sais pas, j'ai trouvé que non, elle s'énerve pour rien, elle est colérique. Moi, il y a ça aussi, j'ai trouvé que l'écriture faisait transparaître une colère.
comme si l'écriture, elle était pressée et en colère tout le temps. J'ai ressenti ça moi, et c'est Astoria que je trouve comme ça de toute façon, mais en fait tous. Tous, ils m'ont l'air excités du bocal, et ça m'a gonflé en fait. C'était violent, mais pas violent, c'était agressif. Voilà, j'ai trouvé ma lecture agressive, et j'ai pas aimé. Désolée, parce que je sais que sur TikTok, par exemple, il a vraiment des très bons avis. Bah, moi, je suis passée à côté. Après, c'est pas non plus une catastrophe, hein, je veux dire, il y a plus de la moyenne. Mais ouais, un 12 sur 20, quoi. Bon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour le mois d'avril, les lectures d'avril. Je pense qu'il y aura pas mal de suites de sagas, donc ce sera un point assez rapide, un peu comme aujourd'hui, dans le sens où quand je continue une saga, je pense à la saga d'Oren, je peux pas passer 3 heures à vous décrire l'histoire, puisque de 1, c'est pas fini, et de 2, j'ai déjà planté le décor à la vidéo d'avant. Donc ouais, je m'oriente sur le mois d'avril vers des lectures très romantasy. J'ai pas envie de lire des choses que j'aime pas. Là, j'ai besoin de kiffer mes lectures. Je pense que je vais terminer la saga d'Oren, je vais me replonger dans Akotar et je vais commencer Keleana. Parce que là, je vois beaucoup d'édits TikTok sur Keleana et ça me donne vraiment envie. En attendant, je vous fais des bisous, je vous demande de vous porter bien, de lire beaucoup et voilà, prenez soin de vous, on se retrouve très vite, ciao!